En voiture, Simone. Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps. Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone. Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h sur Indestar. Bonne soirée tout le monde, merci d'avoir choisi Indestar pour passer votre lundi soir. Starter, votre programme moteur avec Jolan, avec Antoine, les garçons en pleine forme. Ouais. Oh, ils sont en pleine forme. Émission disponible en podcast sur une vingtaine de plateformes. Vous pouvez vous faire plaisir tout au long de la semaine pour écouter Starter quand vous le voulez, où vous le voulez. Ce soir, dans le sommaire, on va parler des amortisseurs. Des amortisseurs. Ouais. Voilà. On va parler de suspension. Une belle pièce en fait, qui en rajoute général. du confort à un véhicule. Exactement. Bah disons que sans les amortisseurs et sans la suspension en général, on serait en fauteuil roulant à 40 ans. Hein. On aurait mal au cul, puis on aurait plus de dos. On aurait carrément mal au cul, oui, comme tu dis. Autant sur un Solex, tu vois, comme moi, un Solex à 30 km/h, bon, sans suspension, ça le fait. Tu vois, autant à 80 km/h dans une voiture, dans une route un petit peu défoncée, ça le fait moins. Bah là, ça pique. Et pour nous, et pour la voiture, hein, parce que je pense que, oui. Là, tout ça, le châssis et tout, ça doit manger derrière. Je pense que oui. Surtout sur les deux dames. Alors, on appelle suspension, en fait, tous les éléments qui vont rentrer en contact avec le châssis, donc c'est-à-dire la base de la voiture, et les roues. C'est tous les éléments qui sont entre les deux. Donc on aura sûrement l'occasion de parler de différents types de suspension qui existent, mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'une des pièces maîtresses. J'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est l'amortisseur. En gros, t'as un trou devant, hop, t'as rien senti, Jolan là? Non. Bah, ça veut dire que la voiture Indestar avait des bons amortisseurs. Ouais. Bon, c'est normal, c'est un studio de radio en même temps. C'est sous-entendu, t'as rien senti quand même. Hein. Non, C'est. Mais non. En vrai, l'amortisseur, c'est une tige, pour résumer, hein, c'est une tige dans un tube avec un rond au bout. C'est ce qu'on appelle un piston, tu vois, qui baigne, alors par exemple dans de l'huile, hein, ça peut être dans du gaz aussi. Et quand on arrive sur une bosse, il y a le piston qui s'enfonce lentement dans l'huile. L'huile est comprimée et ça amortit la secousse. Un petit peu comme un matelas amortit ta chute quand tu tombes du toit, par exemple, tu vois. Ok. Voilà. Alors ce genre d'amortisseur que je viens de vous décrire, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent dans les voitures, dans les motos. Dans ta moto, Antoine, t'as un amortisseur, 2 amortisseurs, même plusieurs. 4, 3 je crois. 4 peut-être. 4 oui, j'en ai 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Il y en avait 4 à l'arrière. Ça fait bien 4. Et puis même maintenant sur les vélos, tu peux avoir des amortisseurs Sur les vélos. Ouais. Bah j'ai vélo là avec des suspensions en fait, t'as des petits. Ah oui, genre les gros VTT et tout. Ouais, des Même le petit VTT, on en a aussi. Ouais. Bien souvent, enfin en tout cas en automobile, il est entouré d'un ressort hélicoïdal. Alors rien à voir avec un hélicoptère. Hein. C'est en fait le nom barbare qu'on donne à ce petit serpentin qui ressemble à un Londamania. J'ai même pas le nom que ça portait. Tu sais, Londamania, c'est ce que t'avais dans les cours d'école. Tu sais, la sorte de ressort en plastique. Ah oui, je vois, ouais. Ouais, bon, sauf que ça servait à que dalle un Londamania, alors que là, ça sert à quelque chose. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est le ressort classique. Tu vois, t'as l'amortisseur au milieu, t'as le ressort hélicoïdal qui l'entoure, et ça fait ta première suspension. C'était la première technologie la plus employée actuellement. Deuxième technologie que j'ai par exemple sur ma 4L et qui a d'ailleurs été pas mal utilisée par Renault, notamment pour les R5, les R6, les R16, tout ça. C'est aussi la technologie des chars d'assaut. Donc de là à dire que ma 4L ressemble à un tank, bon, à part peut-être pour la verticalité du pare-brise, mais sinon il n'y a pas trop de rapport. Ça c'est la technologie à barre de torsion. D'accord. Alors les barres de torsion, en fait, elles ont pas besoin d'un amortisseur en hauteur, donc qui prend de la place dans le coffre. Hein. Tu sais, quand t'as un amortisseur classique, il faut de l'espace en hauteur dans le coffre. Là, tout se fait sous la voiture. Donc d'un côté, en fait, on fixe une barre, et de l'autre côté de la voiture, tu relis à la roue. Donc d'un côté, t'as un élément fixe qui est l'accroche, hein, et de l'autre côté, t'as un élément mobile qui est la roue. C'est pardon, je te coupe, le fameux les barres où on fait le parallélisme de la voiture, non? Ça n'a rien à voir. Non. En fait, le parallélisme, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, okay. c'est vérifier que les roues sont bien droites, etc. Les unes par rapport aux autres. Je crois que ça jouait sur les suspensions aussi. Les barres de torsion, c'est voilà, d'un côté, t'as une roue qui est accrochée en fait de l'autre côté à une tige et inversement sur l'autre roue. Donc en fait, si tu passes sur une bosse, t'as la barre qui se tord et qui se redresse, d'où le nom de barre de torsion. Hein. Comme ça paraît tout simple à mettre en place. Sauf que si vous m'avez suivi, il y a un hic. C'est-à-dire que si les roues sont parallèles et que vous devez faire traverser 2 barres de chaque côté pour aller les relier, ça va se toucher. Ça va se toucher, bah ouais. Alors comment on fait pour y arriver à ton avis, Jolan? Elles sont superposées. Non, on peut pas les superposer parce que ça voudrait dire qu'il y a une roue plus haute que l'autre. Bah il y a peut-être un truc entre les deux. Non. Il la penche pas la voiture, non? La pencher? Non, enfin, je veux dire, genre, je sais pas. Alors, en fait, si vous regardez attentivement, je vais prendre l'exemple de la 4L, hein, sur le côté, bah, en fait, vous pourrez voir que l'empattement, alors l'empattement, c'est la distance entre la roue avant et la roue arrière.
c'est pas le même côté gauche et côté droit. C'est-à-dire Ah qu'en oui, gros, il y a une roue qui est plus à l'arrière que l'autre. Et du coup, c'est plus accessible pour remettre les. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, vu que les roues sont pas parallèles, enfin si, sont parallèles mais sont pas la même hauteur, ça joue à 10 ou 15 cm près, hein, mais c'est suffisant pour que les deux barres se retrouvent l'une à côté de l'autre en fait, et pas D'accord. l'une sur l'autre. Voilà, donc ouais, dans une 4L par exemple, tu as une roue qui est plus en arrière que l'autre. Donc ça veut dire que tu as un rayon de braquage aussi qui est un petit peu différent, hein, selon si tu tournes à droite et à gauche. Voilà, d'un côté ça tourne mieux que de l'autre. Voilà, et c'est vrai que je dis ça joue à, ouais, je crois que c'est 12 cm il me semble sur la 4L. Donc c'est peu, mais si on regarde les ailes arrière, bah on voit qu'il y a un côté où en fait il y a une aile qui est un peu plus allongée que l'autre côté. Voilà. Ok, bah je savais pas, tu vois. Tu regarderas attentivement maintenant les Renault de ces C'est années-là. Troisième technologie qui a fait le bonheur des citroënistes, c'est l'oléopneumatique ou l'hydropneumatique. Alors ça c'est une technologie qui est assez Alors, aboutie. comment tu as prononcé Oléopneumatique. Oléopneumatique, je ne connais pas. Et l'hydropneumatique. Après en fait l'oléopneumatique c'est pas une technologie Citroën. Ils ont appelé ça hydropneumatique chez Citroën, mais ça reprend la technique de l'oléopneumatique Ouais. et ça a été amélioré. Donc ça, on voit ça. Alors ça a apparu sur la DS. Il y a eu la CX, la GS, la XN, tout ça a été équipé d'oléopneumatique, enfin d'hydropneumatique on va dire. En fait c'est que des voitures où t'as l'impression de rouler en tapis volant. Ah oui, d'accord. Et que t'as pas que l'impression d'avoir un mal des transports, hein. Ça, Ouais, je le sais. Parce que t'es malade en voiture. Bah, j'en ai payé les frais, si tu veux. Mon père il a eu 3DS et 2 CX, donc j'ai morflé. Ouais. Clairement, j'ai morflé. Donc en fait, là, on remplace le ressort et l'amortisseur par un vérin hydraulique Ah oui. et une chambre à ressort à gaz. Alors comment ça marche? Vous allez essayer de vous faire le schéma dans Alors, votre tête. un vérin hydraulique, je sais comment ça marche, mais un ressort à gaz. Ouais, alors, d'un côté, t'as la roue. Sur la roue, tu prends une barre. Donc tu accroches ta barre sur le milieu de ta roue, sur l'axe de la roue, Ouais. et de l'autre, tu l'accroches sur le châssis de la voiture. D'accord? Et entre les deux, au milieu de ta barre, en fait, tu as une protubérance, une sorte de tige qui remonte dans un bocal. Mhm. Dans le bas de ce bocal, il y a une huile spéciale qui est maintenue à une certaine pression. Voilà. Et dans le haut du bocal, il y a un gaz qui peut se compresser. Et ils sont séparés par une membrane. La membrane qui peut bouger en fonction de la De la hauteur, non? de la hauteur de la pression en fait, Ouais. d'huile qui est dans le bocal. Donc ce qui est marrant, c'est qu'à l'arrêt, par exemple notre DS, elle est basse, puisqu'en fait l'huile n'est pas sous pression. Et quand tu vas démarrer, la pompe va mettre sous pression l'huile, ce qui va faire que l'huile va prendre plus de place dans le bocal, ça va Ouais. comprimer le gaz au-dessus, et ça va faire monter la voiture. Tu vois le D'accord, procédé? oui, je vois le procédé. Ouais. Voilà. Et quand tu vas tomber sur une bosse, en fait la protubérance de notre barre va remonter dans le bocal et va comprimer encore un petit peu plus le gaz grâce à l'huile, ce qui va faire varier la hauteur, mais tout ça tout en douceur en fait. C'est pour ça que tu vas avoir l'impression un petit peu de planer sur je ta vois. bosse. Et quand la roue revient à l'état normal, en fait le gaz comprimé va repousser la tige pour plaquer la roue au sol de la voiture qui va lentement redescendre, d'où cet effet de flottement sur la route. Ouais, c'est pour ça que sur certains Nodan, on sent rien sur genre. Sur Ah les bah ouais, voitures, c'est clairement, ouais, t'as vraiment l'impression d'être en tapis volant. Donc les avantages, c'est déjà ça. C'est aussi la possibilité de faire varier la hauteur de la voiture selon la pression d'huile. Donc par exemple, t'as une manette sur les Citroën à l'intérieur. Quand t'arrives sur un chemin de terre, hop, tu peux faire monter la hauteur de caisse. Ah, c'est Voilà. excellent ça. Bon, ça veut dire aussi que la suspension est moins confortable à ce moment-là parce que t'as moins de place pour le gaz. Donc voilà, ça c'est un petit peu les différents avantages. Si tu mets un truc lourd dans le coffre, normalement t'as ta voiture, tu sais, qui Se rabaisse forcément. qui se rabaisse, donc Ouais. toi tu regardes les nuages pendant que voilà. Et bah là non en fait, parce que ton circuit d'huile il va s'équilibrer à l'horizontale. En fait c'est le principe des vases communicants, tu vois. Et du coup la voiture va rester droite. D'accord, ça va pas se baisser. Genre, moi je me souviens quand il y avait du poids par exemple sur ma Twingo, Oui. je sais pas si c'était lié à la suspension, mais mes feux à l'avant ils étaient complètement déréglés. Ah bah oui, Ils se c'est sûr. déréglaient. Ah, c'est le poids à l'arrière. Ouais, ils se déréglaient automatiquement. C'est pour ça que d'ailleurs sur les voitures qui sont pas en hydropneumatique, t'as un réglage des phares en Ouais. fait pour faire varier la hauteur des phares, parce que D'accord. justement si le capot monte, tu fais baisser le faisceau des phares pour pouvoir voir la route. Ouais, tu vois, je m'en étais pas aperçu et puis les gens me faisaient des appels de phare, mais je fais c'est bizarre. Et du coup, j'ai vu que les phares éclairaient vachement haut. T'éclairais les étoiles. Ouais. Non, en vrai, pour revenir sur l'hydropneumatique, je trouve Ouais. que cette technologie, même aujourd'hui, elle me paraît encore hallucinante en fait par son intelligence, on va dire. Et je suis triste parce que Citroën en fait l'a abandonné il y a 2 ans. Ils l'ont Ah, mis. pourquoi genre voilà. il n'y a pas assez de budget ou... Non, c'est pas ça, mais ils disaient que c'est vrai que les technologies de suspension ont quand même évolué depuis 57, donc il y a des suspensions qui sont plus performantes maintenant, mais je trouve que voilà, même si c'est à cause d'elle que j'ai vomi toutes ces fois au bord de la route, c'est quand même une technologie qui vaut son pesant de cacahuètes, tu vois, c'est quand même bien fait. Bon après c'est aussi une technologie, moi j'ai une anecdote, je vais vous raconter une anecdote malheureuse, mais
Ouais. C'est un gars justement, alors c'était sur une BX, donc les BX étaient aussi équipés d'hydropneumatiques et il y avait un problème sur l'hydropneumatique et le gars en fait s'était bloqué en position haute, tu vois, donc sous pression, etc. Donc le gars se met sous la voiture, quelqu'un d'assez corpulent, tu vois. Et la voiture est retournée. Et en fait il a réglé le problème et la voiture lui est retombée dessus et la personne plus de bonhomme, ouais, elle est morte. Voilà, donc faut faire attention avec ces et à ton Didier. Ouais. On va terminer par un amortisseur qui sert aussi de suspension dans son intégralité. Bon, pour le coup, il n'y a rien à voir avec l'ingéniosité de l'hydropneumatique parce que là, c'est la plus vieille des technologies qu'on avait déjà sur les calèches à l'époque. C'est le ressort à lame. Donc le ressort à lame, en fait, il y a plusieurs lames en arc de cercle qui sont superposées les unes sur les autres comme des lits. Et plus on descend vers la roue, plus ces lames sont petites. Ce qui fait que ça forme une sorte de pyramide inversée. Et sur la lame la plus grande, donc c'est-à-dire celle du dessus, les extrémités sont reliées au châssis, alors qu'en fait sous la plus petite des lames, tu as l'axe de la roue. Donc forcément, quand tu vas arriver sur une bosse, ça va tordre en douceur la lame, et puis à l'inverse, quand il y a un creux, ça détend la lame pour te faire un pseudo-amortissement. Et je dis pseudo-amortissement parce qu'en vrai c'est dur, c'est pas forcément bien au niveau de tenue de route, mais ça a des avantages, c'est que ça a le mérite d'être déjà très solide. Tu peux facilement changer une lame, tu vois, t'es en plein désert, etc. Ouais, c'est fiable. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs toujours utilisé, alors soit sur les petits camions, etc., qui ont des charges lourdes, soit sur les 4x4. Voilà, parce qu'en tout terrain, il faut quelque chose. Voilà, c'est vrai que tu prends une Jeep par exemple. Alors maintenant, ils ont des ressorts hélicoïdaux sur les dernières Jeep Wrangler par exemple, comme on a parlé l'autre fois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient des ressorts à lame parce que une lame c'est facilement changeable. T'es dans le milieu du désert, tu changes ta lame, tout va bien. Ou tu peux même rouler sans lame. Ah, et t'as pas de risque genre d'abîmer la voiture ou... t'évites de le faire trop longtemps, mais en tous les cas, c'est facilement réparable, quoi. Par contre, c'est pas très confortable. Mon père a une Jeep Wrangler avec des ressorts à lame, et bon, honnêtement, sur un chemin, tu passes avec la 4L, ça le fait nickel. Tu passes avec la Jeep, tu sautes dans tous les sens. c'est du sport. Voilà. La suite, dans Starter, vous avez un mot à rajouter, les garçons, sur la suspension? Je préférais la première proposition, mais... C'était quoi la première proposition? Je sais plus, t'en avais parlé au tout début. Ah bon, d'accord. Genre c'est une suspension plus souple. Ah ouais, c'était la suspension classique, quoi, ressort hélicoïde. Oui, voilà, je trouve que c'est la plus fiable. Tant que ça a un moteur, c'est dans Starter. 20h30, 21h sur Indestar. Allez, jusqu'à 21h, on parle moteur dans Starter. On vous a parlé de suspension. On va parler un petit peu d'actualité automobile avec Antoine. Oui, okay. Donc Attends, Antoine, c'est oublié. Starter, les brèves. Bah ouais, parce que si le monsieur il parle pas, ça va pas. Donc le maire de Paris qui envisage sérieusement de pénaliser les véhicules imposants. Attends, t'as dit le maire de Paris? Oui. Tu sais que c'est Anne Hidalgo, c'est une femme. Enfin, moi je dis ça comme ça. Ah non, excusez-moi, la mère. Il faut le savoir, c'est une femme, Anne Hidalgo. Ah, elle est pas mal celle-là. Elle veut faire quoi, Anne Hidalgo? Elle veut augmenter les PV. Ah, ça, ils en mettent déjà assez, attends. Et les pénaliser sévère. Et pourquoi? Et pénaliserait comment? Défaut de stationnement? Admettons si la voiture les gros SUV, tu sais, les gros Ah ouais, alors j'ai entendu parler de ça, mais en même temps ça a été démenti après, j'ai pas compris. Enfin, c'est un fake news? C'était alors pas fake news, mais genre proposition. Et puis finalement on va pas le faire. Mais ils le font, ce qui est bon. Ah ok. Quelque part ils le font. D'accord, bon ok. Si j'ai bien vu, si une voiture fait 2 tonnes, elle pourrait payer le double d'une voiture d'1 tonne. Oh putain. Ouais, alors après, en même temps, non mais sur le stationnement, moi c'est plus en termes de longueur parce que t'as des gros SUV effectivement qui sont très longs et qui prennent la place de 2 voitures. Tu vois, tu pourrais mettre 3 Smart. et du coup, elle paye le même prix. Moi d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus. Je comprends pas de rouler avec des grosses bagnoles en ville. Je comprends pas le principe. Paris, tu es censé rouler avec une Clio, une 205 comme toi, tu vois. Je suis même pas sûr qu'elle passe encore dans Paris la tienne. Mais non, elle passe pas parce que elle est d'avant 97. Donc mais néanmoins, je comprends pas le principe de rouler avec des grosses voitures. Surtout que la plupart du temps, ils sont seuls dans la voiture. Ouais. Voilà. Vous pouvez nous dire si vous êtes propriétaire d'un gros SUV dans Paris. Il n'y a pas qu'à Paris, tu vas dans n'importe quelle ville, ils vont toujours avec des gros véhicules. Oui, non mais c'est vrai, en ville en général, c'est. Tu vas avoir des gros Jeeps et tout, tu dis qu'est-ce qu'il faut avec ça en ville? Pour monter sur le trottoir, c'est important. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui, pour le trottoir, les chemins de terre aussi. Les chemins de terre en plein Paris, bah ouais, sur. Je te parle en ville générale, tu sais, dans les villes générales, tu sais. Oui, mais enfin, il n'y a pas trop de chemins de terre. Peut-être pour les pavés, ça va être agréable. Ouais. Bon, ouais.
Ouais. Non, vaut mieux une DS avec une hydro-pneumatique. Oui. Pour les pavés, c'est idéal. J'adore en plus la DS. Ouais, bah je sais. Après, ça vaut un petit peu cher maintenant en occasion. Oui. Hein, c'est pas donné, hein. C'est voilà. Jolan. Ouais. Alors moi, ma brève. Bosch a sorti une nouvelle application. Oui. Ça se fait, tu me disais en off, ça se fait déjà sur Coyote. En fait, ça t'avertit quand quelqu'un roule en contresens. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute, ouais, genre il y a plein, enfin vous avez déjà entendu certainement aux infos un accident parce que par exemple, je prends l'exemple des personnes âgées qui malheureusement c'est souvent eux qui sont contraints de ce genre de problème. Alors moi ça m'est jamais arrivé bien sûr, enfin heureusement pour moi c'est arrivé ma mère une fois à s'insérer sur l'autoroute et une voiture qui arrive en face. Donc voilà. Tu dois flipper. Moi ça m'est arrivé sur la route. À Blois, alors, en région centre, une fois je monte une petite route qui est en serpentin et là nez à nez avec une voiture alors que c'était route à sens unique. Tu dis qu'est-ce qu'elle fout là quoi. Et tu te dis et du coup ils sont en train d'innover cette application Bosch. En fait dès qu'il y a une voiture en contresens, tu reçois une notification. Attention, il y a quelqu'un qui peut potentiellement en face de vous. Donc faire attention effectivement à tout ça et puis prévenir la communauté vigilant, pour. Il faudrait même que ça puisse prévenir, tu sais, les gendarmes ou sécurité routière, enfin tu sais les agences d'autoroute là de sécurité parce que c'est vrai que ça peut être très vite embêtant quand même. Histoire comme ça. Donc ça c'est plutôt bien. C'est mis en place depuis quand? J'ai pas de date depuis quand c'est mis en place exactement, mais c'est en pleine innovation, donc ça doit être sorti déjà, mais j'ai pas les dates exactes par contre. D'accord. Moi il y a quelques semaines on avait vite fait aborder dans Starter le sujet de la Toyota Mirai et je vous avais dit tout le bien que j'en pensais, que je trouvais que c'était sûrement la voiture la plus moche du marché, tout ça. Bon, j'avais pas dit que c'était dommage parce que c'est vrai que technologiquement, même si à l'heure actuelle le principe de la pile à combustible c'est pas encore tout à fait au point pour tout ce qui est développement international parce que déjà c'est difficile à stocker, que ça explose, qu'on sait pas en produire des tonnes, etc. Mais ça explose. Ouais, ça explose. Ouais, enfin, disons que si ça explose, ça fait très mal, quoi. Mais j'imagine. En tout cas, ça a le mérite d'exister et c'est plus, enfin pour moi, c'est plus intelligent entre guillemets que les voitures électriques qu'ils veulent nous faire acheter en ce moment. Et ça peut en plus que s'améliorer. Sauf qu'une Mirai, encore une fois, c'était moche. Donc déjà, ça te mettait un frein à l'achat avant même que tu aies regardé le reste, quoi. Tu dis, voilà, la voiture je vais pas l'acheter. Il se trouve que Toyota l'a peut-être regardé depuis et s'est dit qu'ils allaient changer ça. C'est pour ça qu'au salon de Tokyo, là, on en a parlé il y a quelques semaines, ils ont dévoilé le concept de Mirai 2. Ouais, j'en ai entendu parler. Et franchement, alors je dis pas que ça déchire, mais ça va. C'est la gueule. Elle est plutôt pas mal. Okay. Elle est plus grande que l'ancienne. On nous la promet aussi plus autonome, plus performante. Bref. T'as un prix ou pas? Ça a été dit? Non, pas encore parce que on est dans le stade de concept. Ah oui, d'accord. Bon, j'en profite d'ailleurs pour passer un message aux constructeurs parce que ils nous ont fait le même coup il y a quelques années avec l'électrique, c'est-à-dire que ils te sortent une nouvelle technologie. Et ils te disent bah tiens on va faire une voiture originale, on va la faire moche, voilà, ou on va la faire en toc, ou on va la faire torturer, mais non, donnez-nous un petit peu envie de sauter le pas, faites une voiture sympa que t'as envie d'acheter avec une nouvelle technologie. Donnez-nous envie de l'acheter, voilà, exactement. Donc là ils ont l'air de comprendre, mais ils sont obligés d'attendre la 2 pour nous faire une voiture sympa. Donc pour en revenir justement, la Mirai 2 elle sera lancée l'année prochaine, donc voilà, on espère un beau petit succès. Okay. Pour ça, Starter, le garage. On est vachement en retard. Oui. On va spinner un peu. On va rouspéter après dans Actu Solide. On va passer au garage. Et là, on va faire un petit peu de maçonnerie dans le garage cette semaine, puisqu'on va parler d'une grosse brique suédoise. C'est plus les Portugais qui font de la maçonnerie. Ouais, mais ils peuvent faire du. Je plaisante bien sûr, c'est de l'ironie. Il y a des maisons en Suède, tu sais. J'ai nommé donc la Volvo 940 Break. Alors, on aurait pu prendre dans le même genre la 850, la 760, la S70, mais on a pris la 940. Parce que c'est comme ça, les autres sont des bonnes voitures aussi. La 940 Break elle est sortie en 90 et elle a prolongé sa carrière jusqu'en 98. Elle existait en berline et en break. Alors c'est pas le genre de voiture clairement que vous allez acheter pas classe, pour d'ailleurs filmer, en checkant j'ai vu ce genre de voiture, ça ressemblait à un corbillard quoi. Le truc. Alors justement, j'ai trouvé ça glauque. J'ai dit mais c'est quoi ce genre de bagnole? C'est une voiture très fiable qui peut faire plus d'1 million de kilomètres tranquille, mais où tu peux mettre effectivement les enfants, la belle-mère, le bateau gonflable, la tente, la table de salle à manger et le cercueil, si tu veux. Mais ça avait vraiment la gueule. C'est ça qui m'avait interloqué. J'ai fait moi je trouve ça plutôt sympa le fait que justement le look soit un peu décalé. Tu vois, c'est vraiment carré. Alors c'était fait pour des raisons de coût au départ. C'est de coût d'emboutissage, etc. C'est une période où Volvo elle est un petit peu moins
moins bien. Ils se sont dit voilà, ce genre de voiture c'est moins complexe techniquement à produire, donc on va les faire comme ça. Mais je trouve que ça marque vraiment une marque Volvo qu'ils ont perdu un petit peu par la suite, hein, parce que maintenant les Volvo sont plus consensuels. Mais ça permet aussi d'avoir un volume très carré et du coup d'emporter tous les bagages que tu veux dedans. Donc ça fait une voiture très très pratique et aussi très fiable. Au moins, on vous a réservé exactement. On vous a réservé quelques annonces. Ouais. Vous pouvez dormir dedans. Je vais commencer pour la première annonce. Oui, vas-y. Ok, bon, on parle toujours de la Volvo 940 break, on change pas. Année 1997, kilométrage 296 000, une 5 portes, boîte manuelle, le prix 3 000 €, c'est plutôt abordable, localisation Bretagne et le site leparking.fr. D'accord, et très bien. Voiture en bon état. Je tiens à préciser quand même que effectivement 296 000 km, il y a certaines voitures comme l'Auto Bianchi de la dernière fois, on s'est dit hop 296 000 km, elle est en fin de vie. Là encore une fois sur une Volvo 296 000 km, ça va. Hein. Ouais. Ça, c'est large. T'as pas encore fait de la route. À toi, non? Oui, je vais la faire. Okay. Donc moi c'est une Volvo pareil, 940 break, année 93. Ouais. Plus ancienne. Elle a 190 000 km. D'accord. Beaucoup. Boîte manuelle, essence, contrôle technique a été fait en juillet 2019, donc il n'y a pas longtemps. Il y a juste l'haillon qui a pris un coup et le toit qui a un petit peu. Le haillon et le toit, d'accord. Il y a une petite bosse, mais franchement ça va. C'est pas méchant. Mais il n'y a pas de corrosion. Et elle a 1500 € à débattre. À Toirette dans le 39. Ok. Dernière annonce. Toujours la Volvo, année 1995, mon année préférée, 261 000 km, 5 portes, boîte manuelle, localisation en Allemagne, j'ai pensé à toi quand j'ai fait cette annonce, Antoine. Il faut aller la chercher. Et 5 000 €, c'est un peu plus cher, et toujours sur le site leparking.fr. Voilà. Très bien. Et merci les enfants. Ils sont toujours disponibles. Ouais. Oui. Pardon. Je l'espère. Si on veut l'acheter, c'est le principe du garage. Si vous en avez d'autres, bien sûr, des bons plans, n'hésitez pas. Page Facebook d'Indestar ou de Starter, hein, n'hésitez pas à la rejoindre. Cette page Facebook, on l'a aussi. Vous avez les podcasts pour écouter l'émission toute la semaine, quand vous le voulez. Pour réagir à l'émission, www.indestar.fr.